Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois 2023. Et j'ai trois architectes avec moi et on va parler de deux beaux projets, évidemment, qui incluent beaucoup de bois. Avec moi pour en parler, Catherine Dormois, donc vous êtes architecte et c'est Catherine Dormois, architecte. C'est Catherine Dormois, architecte. Bonjour. Absolument, Vous bonjour. pouvez nous présenter votre agence ? Alors, nous sommes une agence d'architecture basée à Paris et en Franche-Comté. Et nous travaillons sur des projets innovants pouvant répondre à la société du 21e siècle et à toutes les problématiques de notre société actuelle. D'accord, et donc on va voir la philosophie du projet que Voilà. vous allez nous présenter. Exactement. À côté de vous, monsieur Philippe Cervantes, bonjour. Oui, bonjour. Philippe, vous êtes aussi architecte et votre agence, c'est A+ Architecture. Tout à fait, A+ Architecture qui est basée historiquement à Montpellier, puis Toulouse, puis Paris. Et c'est une agence plutôt pluridisciplinaire. J'ai aussi une double formation d'ingénieur, donc voilà, on a intégré aussi des bureaux d'études. Et à côté de vous, Vincent Parera, bonjour. Bonjour. Vincent, votre agence s'appelle AAVB Architecture. C'est bien ça. Elle s'appelle AAVP Architecture et nous sommes une agence basée à Paris. Et nous faisons de l'architecture sur des projets divers et variés, du logement à l'équipement, au tertiaire. Et j'ai le souvenir d'une belle école à Montévrain. Exactement. On va commencer par vous deux. Donc, vous avez travaillé ensemble à un projet qui s'appelle Nudge. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors c'est un projet issu d'un concours lancé par la CEMAPA, qui est une SEM dans le 13e arrondissement, pour du logement, avec deux singularités. La première, c'est de construire sur les voies ferrées en activité, donc sur un dispositif de poutraison existante. Et donc ça, c'est le thème. Et notre ambition était de réfléchir à une certaine philosophie singulière de comment construire des logements dans un espace urbain autour du nudge, donc de cette science comportementale. Et on le développera dans la suite. Voilà, donc on va développer maintenant avec vous. Expliquez-nous ce qu'est cette philosophie et comment vous l'intégrez à l'architecture. Et ensuite, on parlera un peu plus technique, si ça ne vous ennuie pas avec vous. Eh bien, nous voulions proposer un projet qui soit convivial, vertueux et tourné vers le bien-être de ses habitants. Donc nous nous sommes appuyés sur la technique, enfin ce qu'on peut appeler les nudges. Le nudge signifie coup de pouce en français. C'est une méthode douce pour adopter la bonne décision. Donc elle permet d'inciter les individus à d'inciter les individus à être plus vertueux, à être meilleurs pour eux-mêmes, pour la société et pour la planète. Donc ce sont des dispositifs qui ont été de trois ordres, enfin qui ont permis d'aborder trois sujets qui nous semblaient importants sur le logement. Le bien-être de l'habitant, donc des nudges créés pour créer le bien-être, pour proposer un bâtiment plus vertueux et favoriser les éco-gestes au quotidien, et pour créer du lien social et de la convivialité au sein de l'immeuble. Très concrètement, si on reprend ces trois items, qu'est-ce qu'on met en place en tant qu'architecte pour répondre à ces trois propositions que vous nous faites ? Alors, déjà, on a travaillé sur... alors, peut-être que Vincent pourrait développer la structure et je pourrais ensuite parler des logements qui ont été travaillés sur ces trois thèmes et la structure du bâtiment qui a permis d'insuffler ces nudges dans le bâtiment pour les résultats que nous avons proposés auparavant. Alors, on va voir la structure. Oui, je lui laisse la parole parce que c'est important de commencer par le début, alors. Oui. Par la structure. Allons-y. Alors, comme je ne suis pas ingénieur, je vais le faire à notre sauce. Donc, comme je le précisais en amont, le projet nous a interrogé d'une part dans sa situation. Donc, on est venu s'installer, enfin, l'immeuble, le futur immeuble, devait s'installer sur les anciennes voies ferrées qui sont aujourd'hui, pour la plupart des espaces des voies ferrées du 13e arrondissement, chapeautés par des méga structures de poutres en béton, d'où viendrait supporter l'ensemble de l'immeuble.
Pour ce faire et pour atteindre une certaine hauteur, on est au-dessus de 28 mètres, on est sur quasiment 11 niveaux pour ce bâtiment. Le programme étant du logement, avec en son socle du commerce. On a mis en place un dispositif structurel assez simple, hein, donc un socle en béton qui vient unifier l'ensemble des poutres existantes qui nous étaient cédées par la SNCF. Et ensuite, on est venu monter une sorte d'exosquelette assez conséquent, mix entre bois et acier, pour pouvoir libérer le maximum de modulation et de modularité à l'intérieur même des logements, presque un peu comme une réflexion de bureau. Et pour ce faire, on a déporté des structures intérieures et extérieures. C'est pour ça que vous avez un énorme exosquelette en façade qui fait tout le tour, hein, qui fait quasiment les 4 façades. Et avec un autre dispositif qui nous semblait important, volontairement important, qui était de pouvoir traverser le cœur d'îlot pour l'ensemble des habitants, mais également les habitants du quartier. Donc c'est un cœur d'îlot qui se traverse, et d'avoir une distribution pour 100% des logements parcoursive. Donc d'avoir un parcours qui évidemment s'entremêle à cette philosophie du nudge, c'est-à-dire marcher plus que de prendre des accessoires mécaniques pour nous porter quelque part. Donc ça, c'est un des items, mais le principe, il est là. Donc des grandes surfaces, des poteaux mis en extérieur, que ce soit l'exosquelette de façade ou la structure même du bâtiment, des planchers qui viennent porter au maximum sur des grandes pannes, des HEA en fait métalliques, un remplissage de solivage, et on vient barder tout l'ensemble évidemment en mur ossature bois, avec des teintes variées, mais ça on pourra en reparler, et ce jeu de jardin vertical qui vient distribuer l'ensemble des logements avec des espaces intermédiaires, donc des petits espaces, des aménités pour l'ensemble des habitants. Il y a 5 dispositifs différents, de la salle de sport à la bibliothèque, de la laverie à l'atelier de réparation, qui permettent également d'insuffler une méthode de partage et de rencontre au sein d'un seul immeuble. Au sein de l'immeuble. Donc ça fait partie de la philosophie dont on a parlé. Donc c'est cette structure qui vous permet de mettre en place, on va dire, la philosophie nudge dont on parlait. C'est-à-dire que ça vous laisse des espaces, si j'ai bien compris, c'est très modulaire, enfin très modulable. Voilà, en fait, il y a une grande largesse de possibilités lors de l'établissement des plans pour les futurs acquéreurs, de pouvoir permettre de disposer des cloisonnements, que ce soit des cloisonnements secondaires, alors ce qui est souvent un peu moins compliqué, mais toutefois ça la reste quand on construit en bois, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui passent à l'intérieur, et donc on essaye de minimiser ou de positionner les réseaux au bon endroit pour que le déplacement de cloison puisse tout à fait se faire de manière assez malléable et possible. Et ça, c'est un petit exercice assez complexe qu'on a pu mener et qu'on essaye de mener jusqu'au bout, pour que l'opération puisse être vertueuse dans toutes ses lignes. Alors, allons-y maintenant sur le nudge. En fait, le nudge, le bâtiment est totalement, tout est lié, quoi. Il n'y a pas des nudges qui se promènent. En fait, c'est toute la philosophie, comme disait Vincent. Effectivement, on a créé une structure de poteaux-poutres, une bande servante qui permet d'installer les fluides où on veut au centre du bâtiment. On a fait une façade répétitive, un accès parcoursif, ce qui donne une multiplicité de possibilités. C'est-à-dire qu'on a aussi travaillé des trames qui sont des multiples 30 et de 4,20, ce qui permet que quand vous avez 2 T3, ils peuvent se transformer en 3 T2 ou en T4 et un T2. Et qu'on arrive à une multiplicité de typologies quasiment à l'infini à la vente du bâtiment, puisque interchangeable. Et ensuite, dans le temps, on a des pièces qui peuvent migrer d'un appartement à un autre. Donc, offrir des logements qui sont aussi bien suivant ses besoins, suivant sa vie économique ou les aléas de la vie. On peut passer d'un T3 à un T4, T2. On a la possibilité donc d'intervertir ces pièces, par les coursives, de faire des pièces qu'on appelle
qui peuvent être détachés d'un appartement, qu'on peut isoler, devenir un autre appartement ou devenir une pièce indépendante, quelqu'un de la famille. Oui, un bureau ou autre chose. Voilà, ou autre chose. Et également des loggias colonisables, hein, puisqu'on a comme on le voit en façade, de grandes loggias qui peuvent se coloniser et devenir des pièces d'appoint. Voilà, hein. On a une succession de petites choses, d'espaces partagés, et également qui sont des prolongements du logement, qui apportent du bien-être, de la convivialité, des matières à conversation. Voilà. Il faut que les habitants plein de choses voilà, Okay. à développer. On va aller voir So Wood maintenant. Merci. Alors, on aurait pu en parler beaucoup plus longuement, oui. hein, mais voilà, on est, plein de choses à dire. On est pris par le temps. Et vous allez bientôt présenter le projet ici au Forum Bois. So Wood, qu'est-ce que c'est et c'est où? Alors, c'est amusant parce que les deux projets s'interpellent et peut-être s'opposent aussi. Je dirais presque que So Wood, c'est le projet de la normalité. C'est-à-dire qu'on est dans un projet absolument standard, avec 3 promoteurs qui nous demandent des logements absolument... Voilà. Alors évidemment, il y a un peu de greenwashing, forcément, il faut le dire. Donc, mais je dirais que So Wood, c'est la photo aujourd'hui, là où on en est, d'un projet vertueux malgré tout. On atteint un niveau de label déjà bien. Mais on est vraiment inscrit dans une ZAC traditionnelle. On va dire que c'est ce que devrait être la normalité aujourd'hui. Absolument. Alors, je suis bien d'accord avec vous, on n'y est pas encore, mais c'est ce que devrait être la normalité. Donc, c'est un projet mixte, donc, qui abrite à la fois des commerces, du bureau et du logement, qui s'inscrit dans une ZAC dessinée par Nicolas Michelin. Nous sommes à Montpellier, voilà, sur la route de la mer, en fait. Et donc, il y a un grand épanelage qui ouvre le projet au sud, en fait, avec une des spécialités, je dirais, de Nicolas Michelin, c'est-à-dire que les parkings ne sont pas enterrés, mais ils sont dans les premiers niveaux, et le jardin vient grimper, en fait, sur ces niveaux de parking. Donc, évidemment, un bilan carbone plutôt vertueux là-dessus. Et alors, on a mis du bois partout où on pouvait, c'est-à-dire systématiquement en façade à ossature bois, bien sûr. Et puis, quand on est dans les derniers niveaux, qui peuvent commencer parfois au R+2, c'est-à-dire que comme on a un épanelage très varié, on installe souvent des duplex qui, eux, sont en construction à ossature bois. Donc voilà, on fait de la variation pour mettre le plus de bois possible. De la variation pour mettre le plus de bois possible. Je voudrais revenir sur l'idée de la normalité. C'est-à-dire que c'est des projets qui aujourd'hui sont des projets de promotion immobilière classiques, et dans lequel finalement vous essayez d'insuffler et de mettre un maximum de bois, mais est-ce que vous le faites à la demande du promoteur ou est-ce que c'est vous, architecte, qui êtes force de proposition sur cet aspect-là? Non, il est clair qu'il y a une demande aujourd'hui du promoteur. C'est-à-dire qu'il y a eu une demande qui est un petit peu schizophrène en même temps. C'est-à-dire que le promoteur a envie d'être vertueux, mais il n'a pas forcément les moyens financiers de l'être. Donc ça, on a un projet là qui est très équilibré financièrement, hein, parce que assez paradoxalement, on perd assez peu d'argent sur ce forum. Mais voilà, on sort un projet à peine plus de 2000 € du mètre carré, ce qui est vraiment, qui est économiquement parfaitement viable. Voilà. Si on parle d'économie un petit peu chez vous, comment ça se passe? Alors, on arrive à rentrer dans une enveloppe. Alors, pour l'économie de ce projet, on ne peut pas dire qu'on est dans une enveloppe et une épure classique. D'une part, à Paris, ça semble très compliqué. Et par rapport aux dispositifs techniques qui nous sont demandés et donnés, la feuille de route, elle est quand même extrêmement différente. On a, c'est un peu ce que dit Philippe, c'est-à-dire qu'on a les envies et les moyens. Et l'un dans l'autre, ça ne fonctionne pas tout le temps de la même façon. Mais dans les envies et les moyens, il y a la volonté. La volonté, c'est le politique. C'est qu'est-ce que peut faire le politique pour insuffler des capacités de faire mieux, plus vertueux. Et à nous, architectes, avec les ingénieurs et puis les fabricants, que ce modèle-là devienne plus libéré, mais dans des dispositifs urbains très complexes, il est toujours difficile d'atteindre un coût d'objectif, je dirais, idéal. Retour à Montpellier. Moi, j'ai l'image d'une ville minérale. Comment on intègre aujourd'hui le bois à Montpellier et comment vous travaillez vos façades pour montrer le bois? Alors, c'est un vrai problème.
Alors déjà, on ne va pas montrer le bois. Voilà, on ne va pas montrer le bois et ça interpelle d'autant plus. Donc là, on voit les façades ossature bois qui ne sont pas encore refermées. On a plutôt donc des bardages qui sont métalliques. Et là aussi, ça pose la question on a des ossatures bois plutôt vertueuses et on vient les refermer par une enveloppe qui, elle, n'est pas idéale. Mais je pense qu'on est au début d'une réflexion très globale sur ces enveloppes de bâtiments. Aujourd'hui, je pense que nous, les architectes, on n'est pas satisfaits des moyens techniques. Mais quand on doit mettre du métal systématiquement ou des produits issus de cimenterie, voilà, on n'est pas complètement satisfait. Vous, clairement, vous auriez souhaité faire autrement et pouvoir montrer un peu plus de bois, un peu plus de... Oui, en tout cas, on l'a fait ailleurs, on l'a fait dans d'autres projets. Alors, on n'en parle pas, mais on en a parlé ensemble du collège de... Voilà, qui est voisin en fait de ce projet-là. Et aujourd'hui, surtout, il y a une évolution des mentalités. C'est que là où personne ne supportait de voir le bois apparent il y a 5-10 ans, aujourd'hui, c'est complètement accepté de voir un bois grisé. Enfin, les mentalités ont vraiment évolué là-dessus, quoi. Heureusement. Il y a une grosse évolution. Mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez la possibilité... Rappelez-moi le nom du collège. De Port-Marianne. Le collège de Port-Marianne, là où on a du bois apparent. Hein. Absolument. Est-ce que c'est le fait que ce soit ici, on a un promoteur et là-bas, on a un maître d'ouvrage public? Est-ce que le maître d'ouvrage public va plus facilement vers le bois? Clairement, c'est-à-dire qu'il y a une volonté éducative en fait à travers ce collège du département de signifier le bois de manière très claire et donc de l'affirmer complètement dans la façade. Ce qui n'est pas là le cas. Ce qui n'est pas tout à fait là. Ce qui n'est pas tout à fait là le cas. Mais il n'empêche que vous construisez en bois et en ossature bois. Oui. Là, on parlait de singularité du projet tout à l'heure. S'il y a une singularité à retirer de ce projet-là, pour vous, c'est laquelle? Alors, c'est un projet qui est assez précieux dans son écriture. Et souvent, dans nos projets d'ossature bois, ils sont plutôt répétitifs, très tramés, comme votre projet d'ailleurs, c'est assez normal. Et nous, on s'inscrit dans une ZAC voilà, qui est dans le sud de la France, qui est elle-même dessinée avec beaucoup de variations. Donc, on a poussé le bouchon à intégrer cette variation dans notre projet, ce qui a rendu quand même le projet un petit peu plus complexe, il faut le dire. Voilà, donc là, beaucoup de variations dans la façade, beaucoup de travail des façades oui. en fait. Hein. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce projet, quelque chose qu'on n'aurait pas dit, qui vous semble important par rapport au bois, hein, évidemment? Mais en tout cas, c'est un projet d'étape. Et je pense que dans quelques années, on se dira, heureusement, on va un peu plus loin. Mais c'est un projet d'étape 2023. Voilà, mais c'est quand même un beau projet. Ah oui, c'est un très beau projet. Non, il faut le dire quand même, hein, parce que vous le vendez. Alors, vous aurez le dernier mot. Hein. Sur le projet Nudge, s'il y a quelque chose vraiment à ressortir de ce projet, à mettre en avant, qu'est-ce que c'est? Déjà, dans sa construction, c'est un projet totalement bois. Approchez un petit peu votre... Alors, déjà, dans sa construction, c'est un projet totalement bois qui construit, comme disait Vincent, sur des rails avec une dalle de répartition. Et ensuite, c'est toutes les innovations que nous avons intégrées pour le rendre inédit, le rendre un espace de vie plus intéressant, plus à l'écoute de ses habitants, en espérant que ça fonctionne. Que ça fonctionne, parce voilà. que c'est des choses qu'on entend verra. Souvent chez les architectes. Oui, parce que c'est... D'un seul coup, on ferme les coursives, on va fermer... justement, non, on espère que non. Parce qu'on a mis tout ce système en place et pour que une synergie se mette en route et que ça vive. Vraiment, donc effectivement, c'est intéressant de revenir quelques années plus tard pour voir si tout fonctionne ou pas. Ou pas. Un petit mot de la fin ou... Ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est intéressant de voir la conclusion de Philippe sur la problématique que toi tu ressens comme une étape de passer d'une construction bois avec un bois qu'on ne veut pas voir, qui demain peut-être sera vu, et qu'à Paris, en l'occurrence, suivant les ambitions vertueuses de la ville, le bois est plutôt amené à disparaître. Il y a eu sa tendance de venir voir du bois. À Paris maintenant, on veut que ça soit un peu plus minéral. Donc
on ne peut pas parler de mode, mais on peut parler d'intérêt ou d'ambition qui changent. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui serait peut-être plus difficile de refaire encore aujourd'hui, sachant que la réglementation, comme on le sait tous, vient mettre quand même plus que des bâtons dans les roues, et qu'on a beau scander... La réglementation incendie. Hein. Oui, c'est la ça. réglementation, pardon, incendie, qui nous demande, je dirais, l'opposé d'une feuille de route presque politique à l'échelle internationale. Et c'est ça que je trouve qui ne doit pas être une conclusion, mais qui doit être le début d'un débat, et d'un débat fort. Sinon, on reviendra à ce que Philippe pensait être un point d'étape, mais ne le sera plus, ce sera un point final. Et ça c'est, je pense, à notre niveau, mais à tous les niveaux, fabricants, entreprises, médiateurs et autres, sera complètement nécessaire. Bah écoutez, merci. Merci d'être venu nous parler de vos projets, mais aussi de l'évolution, hein, de voir comment la construction bois va évoluer dans notre pays. Et effectivement, j'ai eu l'occasion hier de partager une discussion avec les gens qui ont prévu cette nouvelle réglementation incendie, et ce n'est pas simple. Bon courage. Merci à vous. Merci à vous. D'être venu donc sur le plateau de Batijournal TV. Une émission à retrouver sur notre site internet et sur les sites internet de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, le Forum international Bois Construction bien sûr et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à vous. Merci.